Mesdames, Messieurs, bonjour. Les avions soviétiques, de nouveau, ont joué la surprise. Radio Moscou a annoncé tout à l'heure l'envoi dans l'espace de 8 Sputnik de la série des Cosmos. Les 8 Sputnik ont été placés sur orbite par une seule fusée, tandis que Salyut, lui, continue de tourner dans l'espace en attendant des rendez-vous mystérieux. François de Closet, à quoi vont servir ces 8 Sputnik? Est-ce que ça a un rapport avec l'expérience Salyut? Non, apparemment pas. Le Salyut est à peu près à 250 km d'altitude et là, ces satellites sont à 1500 km. Alors, l'utilisation d'une grosse fusée comme la Lance Vostok, qui est une fusée très puissante pour lancer une ribambelle de petits satellites, faire du transport en commun gros porteurs dans l'espace, c'est une chose connue. Les Américains aussi servent de leur fusée Titan 3, c'est comme cela. Ils ont également lancé 8 satellites. Pour ce qui est de ces Cosmos, ce qu'il y a de curieux à noter, c'est qu'en septembre 65, à 2 reprises, les Soviétiques avaient lancé 5 Cosmos en une seule fois, exactement sur des orbites semblables, à 1500 km d'altitude. Probablement est-ce qu'il s'agit de satellites détecteurs de radiation à usage militaire. Quant aux Américains, ils ont pris finalement 24 heures de retard en ce qui concerne le lancement de Mariner 8 en direction de Mars. Sauf nouvelle imprévue, Mariner 8 doit partir ce soir de Cap Kennedy. 24 heures de retard pour un voyage de 5 mois et demi, c'est un détail. Ministres et journalistes vont partager une fois de plus les inconvénients de leur métier respectif, c'est-à-dire sacrifier le week-end. Je pense là à Bruxelles, où les ministres des Finances des 6 tentent une nouvelle fois de trouver une solution à la crise monétaire. Finalement, 2 thèses sont en présence face à l'invasion des marchés européens par le dollar, soit la création d'un marque flottant, soit l'institution d'un contrôle d'échange pour l'ensemble des pays de la petite Europe. Francis Mercury, qu'en pense-t-on ce matin à Bruxelles? Eh bien, à Bruxelles, ce matin, on fait d'abord un tour d'horizon. Chacun définit sa position. Le ministre français des Finances, des Affaires économiques, M. Giscard d'Estaing, a ouvert la séance. Vous savez que c'est actuellement la France qui préside les conseils de l'Europe. Et à cette réunion des conseils des ministres, chacun a exposé sa thèse, y compris d'ailleurs la thèse de la Commission présentée par M. Malfatti, le président de la Commission. Alors, on ne sait pas encore exactement ce qui sortira de cette réunion, mais on sait déjà ce que les Allemands proposent. Les Allemands proposent une sorte de parité des monnaies européennes. Il faudrait, en quelque sorte, face au dollar, aligner les politiques des 6, les politiques monétaires des 6. Mais alors la difficulté est très grande, car une monnaie, c'est à la fois un instrument de mesure et c'est un objet de spéculation. Imaginez un thermomètre, on l'achète bien sûr pour connaître la température ambiante, que le thermomètre se fasse rare, et certains spéculateurs en accumuleront pour pouvoir les vendre ensuite au plus haut prix. Eh bien, la monnaie, c'est un peu ce qui se passe actuellement en Europe. Le mark est en train de monter au plus haut prix, parce que beaucoup de dollars arrivent pour acheter du mark. Or, et la Commission, les Allemands, les 5 partenaires de l'Allemagne dans le marché commun sont d'accord, la situation économique ne justifie pas cette montée du mark dans les cours du mark. Ça n'est absolument pas justifié par la situation économique. Alors, c'est donc une opération de spéculation. Et là-dessus, les Allemands disent qu'il n'y a pas de raison que nous fassions les frais de cette spéculation. Il faut maintenant que les 6 lient leur sort dans cette lutte pour moraliser ce marché. Moraliser le marché, bien sûr, et en plus de cela, se garantir contre cette spéculation qui, constamment, du fait de capitaux flottants en dollars qui circulent à travers le monde, sans aucun contrôle, alors qu'on est très sévère sur le plan des contrôles intérieurs, mettent constamment chamboule constamment, pourrait-on dire presque vulgairement, le marché monétaire. Alors, M. Schiller vient de proposer la mise en flottaison, en somme, de toutes les monnaies européennes. Oui, c'est une politique qui a 2 significations. La première, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison que face aux Américains, nous, les bons élèves de l'Europe, ceux qui avons bien travaillé, qui avons une bonne économie, qui avons un système qui fonctionne avec, au fond, pas trop de grèves, pas trop de difficultés, pas trop un très sévère contrôle de notre monnaie. Tout cela, nous sommes les bons élèves de l'Europe. Il n'y a pas de raison que lorsque les Américains créent un problème au reste du monde, ce soit nous, les premiers Européens, qui trinquions. Voilà la thèse allemande, voyez-vous. Et les Français, les Italiens sont prêts aussi à admettre cela, mais alors leur économie ne supporterait pas la spéculation actuelle et ne supporterait pas une réévaluation. Or, en nous proposant une opération commune, les Allemands finissent par nous proposer une réévaluation de toutes les monnaies européennes. Alors bien sûr, ils tempèrent cela en disant qu'il faut une fourchette, une ligne maximum de la fluctuation des monnaies et une ligne minimale. Et c'est à l'intérieur de cette sécurité que nous pourrions évoluer. Les Européens s'interrogent en ce moment, nous connaîtrons la réponse ce soir, peut-être cette nuit, peut-être même demain matin. Merci Francis Mercury.
Les télégrammes vus d'étrangers, Moscou d'abord, les entretiens franco-soviétiques sont terminés, la visite de messieurs Brejnev, Kosygin et Podgorny est confirmée pour cet automne. Ce sera d'ailleurs le premier voyage de monsieur Brejnev dans un pays non communiste. Monsieur Rogers fait un détour par Rome en rentrant du Proche-Orient. Il doit y rencontrer le président Giuseppe Saragat et le pape Paul VI. À l'issue de ces entretiens en Israël, pas de communiqué commun. Officiellement, chacun reste sur ses positions, mais on commence à parler de ci de là de propositions secrètes. En tout cas, l'adjoint de M. Rogers, M. Sisko, va retourner au Caire pour, semble-t-il, faire le rapport au président Sadat des conversations de Jérusalem. Le conflit Renault maintenant. En fait, le week-end va servir de pause. Chacune des deux parties va tenter de trouver une solution en refeuilletant le dossier, trouver une solution ou une autre pour renouer le dialogue. Ce matin encore, les positions étaient encore très éloignées. Hervé Chabalier. Les syndicats de Renault réclament toujours en effet le paiement des journées chômées et la revalorisation du travail des ouvriers spécialisés. La direction de son côté chiffre à 250 millions de francs lourds ses revendications. C'est beaucoup trop pour les finances de la régie, vient de déclarer son directeur général, M. Pierre Dreyfus. La grève avec occupation se poursuit donc au Mans, Sandouville, à Cléon, à Flins, où des bagarres ont opposé hier après-midi cégétistes et gauchistes. À Billancourt, ce matin, des piquets de grève interdisaient l'accès de l'usine. Dans les ateliers, pratiquement aucun ouvrier. Là aussi, c'est le week-end. Lundi à 10h, un meeting doit se tenir dans l'île Seguin. Si la poursuite de la grève est décidée, le chômage technique que les syndicats considèrent, eux, comme un lock-out, affectera les 50 000 ouvriers de la régie. D'ici là, les syndicats espèrent bien une intervention du gouvernement pour la reprise des négociations. Ce conflit chez Renault a été et sera l'un des thèmes de discussion des deux congrès CFDT et FO qui ont lieu pendant ce week-end. CFDT, congrès de la branche métallurgie, M. Eugène Descamps lui-même a fait allusion au conflit de chez Renault. À la régie Renault, par les OS, c'est un vrai problème, non seulement chez Renault, mais dans de très nombreuses entreprises. On a trop tendance à ne voir que les cadences de production sans voir les conditions de travail et le salaire. Et on peut s'imaginer, s'il n'y a pas négociation chez Renault, un mouvement très durci. Et je souhaite que la direction se rende compte que les gens ne font pas grève pour leur plaisir et négocient rapidement et dans de bonnes conditions avec les syndicats. Il y a une action qui se prépare pour la fin de ce mois, qui sera organisée par la CGT et par la CFDT, par d'autres syndicats. Oui, oui. Il y aura donc là un retour à l'unité d'action syndicale. Est-ce que c'est important selon vous ? À la vérité, il y a deux actions importantes qui se préparent. Une dans l'ensemble des industries métallurgiques sur l'avancement de l'âge de la retraite et le retour aux 40 heures. C'est le 14 mai. Le 14 mai, et à la fin du mois, donc après le 27 mai, du 27 à la fin mai, une action confédérale, CFDT, CGT, sur l'avancement de l'âge de la retraite et le relèvement des pensions et prestations. Je crois qu'il y a là deux problèmes qui sont très sensibles. Dans tous les pays d'Europe occidentale, on va vers le retour aux 40 heures. La France est incontestablement le pays où on travaille le plus, et à vérité, avec le moindre salaire. Dans tous les pays d'Europe occidentale, on aménage les retraites et on a un niveau de pension plus élevé. Alors nous avons demandé une négociation tripartite, patron, syndicat, gouvernement. Jusque maintenant, le gouvernement l'a refusé. Alors comme nous voulons cette négociation sur ces problèmes, nous avons décidé de poursuivre avec la CGT dans l'unité cette action, de façon à ce que le gouvernement et le patronat veuillent bien, avec nous, voir sous quelle forme avancer l'âge de la retraite et relever sérieusement le niveau des pensions qui est vraiment médiocre dans notre pays. Congrès Force ouvrière également à Angers. Cette fois, aujourd'hui, on discute des réformes de structure du syndicat. Intervention demain de M. André Bergeron. Moulinex, malgré l'opposition de la CFDT, le travail doit en principe reprendre lundi matin. Quant au Palace de Cannes, un accord est intervenu cette nuit et les invités du festival ne risquent plus de faire leur lit eux-mêmes. Andrei Tupolev, le créateur du supersonique soviétique, le rival du Concorde, n'est manifestement pas satisfait du succès du Concorde. Il écrit dans la Pravda, le programme Concorde va trop vite et reçoit une trop grande publicité. En fait, dans le monde entier, le vol du président sur Concorde suscite beaucoup de commentaires et beaucoup s'accordent à dire que c'était vraiment la meilleure preuve à apporter de la sécurité de l'appareil.
Le président Pompidou est revenu de Toulouse hier soir avec une lettre et quelques émotions. La lettre, c'est le cadeau de Toulouse, de la ville de Toulouse. C'est une lettre autographe de Baudelaire à sa mère. Les émotions, ce n'est pas tellement le Concorde, c'est l'accueil de Toulouse et de ses habitants. L'affluence était telle que le président a failli plusieurs fois être submergé par la foule, tandis que le service d'ordre était quelque peu débordé. La petite histoire des voyages présidentiels va s'enrichir d'une nouvelle anecdote. En voulant refermer rapidement la porte de la voiture, un garde du corps a failli coincer l'un des doigts de la main du président. En somme, un bain de foule, un accueil très chaleureux des Toulousains, avant que M. Pompidou, du haut du balcon de la mairie, ne définisse sa conception de la grandeur dans un pays moderne. Je puis vous assurer que l'État, bien qu'il soit loin, Paris c'est loin, l'État veillera particulièrement toujours sur le développement de Toulouse et de notre Midi, pour des raisons qui sont des raisons d'équilibre national et de bon sens. Mais je vous demande aussi de penser que sans votre effort, sans votre concours, sans votre adhésion, sans votre sagesse, l'État ne peut rien faire. L'État, c'est vous. Nous ne sommes pas, et vous n'êtes pas tous du même avis sur tout, je le sais très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'on veut construire, ça ne sert à rien de détruire aveuglément. Que si l'on veut renouveler, il faut d'abord savoir de quoi l'on part et vers quoi l'on va. Et que qui se précipite en aveugle est absolument sûr de trouver le fossé où il se cassera la figure. Alors, je crois me rappeler que dans le Languedoc, on a du bon sens, on a les pieds sur terre et l'on regarde où on les met. C'est le meilleur moyen d'aller loin que d'aller prudemment. Et c'est à cela que je vous convie. Ne croyez pas que la grandeur consiste à se précipiter. La grandeur, pour un pays comme la France, dans une période qui est celle que nous vivons, dangereuse, certes, mais après tout, non belliqueuse pour nous, la grandeur, c'est chaque jour de mettre une pierre de plus sur l'édifice, de façon à le faire monter. Avec vous, nous le ferons monter jusqu'au ciel de Concorde. Autre sortie officielle du président, cet après-midi à l'Arc de Triomphe, à 18h, pour les cérémonies commémoratives du 26e anniversaire de la victoire. Politique encore, il est bon, je crois, de rappeler deux textes votés hier par les députés au sujet des enfants martyrs. En gros, les médecins ne sont plus tenus au secret professionnel s'ils constatent des sévices sur enfants de moins de 15 ans. Les médecins peuvent avertir les autorités administratives. Quant aux particuliers, ils sont passibles de sanctions s'ils n'avertissent pas ces mêmes autorités administratives après avoir été témoins de crimes ou de délits sur enfants de moins de 15 ans. C'est un sujet important, nous y reviendrons. C'est nouveau à vous, François de Closé, un procédé révolutionnaire de télécommunication vient d'être découvert, c'est le guide d'onde. Oui, et c'était une grande première hier avec l'inauguration de la première liaison entre Meudon et Paris. Un guide d'onde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, a priori, lorsque vous regardez ce travail de pose d'un guide d'onde, vous pouvez penser qu'il s'agit d'une tuyauterie classique que l'on va faire passer là-dedans du gaz ou de l'eau, pas du tout. On va y faire passer des ondes radio, mais des ondes radio millimétriques, et non pas l'ordre du mètre ou du centimètre. Et ces ondes vont cheminer donc dans ce guide
Transportant aussi bien, voici la tour hertzienne de Meudon, d'où partait cette première liaison expérimentale qui allait jusqu'à Paris. Et donc, ces ondes à l'intérieur de ce tube vont acheminer des conversations téléphoniques, mais aussi des programmes de télévision, etc. Selon ce principe schématique, cela paraît très simple sur le plan des principes. En fait, c'est atrocement compliqué. Et la réalisation même de ces tubes est extrêmement délicate puisque la paroi intérieure doit être faite d'un bobinage de fil de cuivre. Il s'agit ensuite de recouvrir, de protéger avec de la laine de verre, avec des résines, etc. Alors quel est l'intérêt de cette nouvelle technique? Eh bien, entre ces guides d'ondes et les voies téléphoniques actuelles, il y a à peu près la même différence qu'entre une autoroute gigantesque et puis un petit chemin vicinal. Alors que même sur les meilleurs câbles coaxiaux, on fait passer, disons, en même temps, quelques milliers de communications téléphoniques au maximum. Dans ce tube, ce sont des dizaines de milliers de communications téléphoniques qu'on va faire passer, peut-être à l'avenir jusqu'à 200 000. Autrement dit, ce sont les autoroutes des télécommunications de l'avenir. Daniel Casal, nous sommes en direct de la Coupe Davis. Oui, je pense que nous avons ces images à l'antenne. Voilà, ici c'est Nerel et c'est le Français Geoffrey qui est en train de servir. Les Français dans le double de la Coupe Davis ont perdu le premier set 6-3. Et ils viennent d'égaliser à l'instant même sur le service de Geoffrey à 6 jeux partout, alors qu'ils avaient eu contre eux un certain nombre de balles de 7, je n'ai pas compté exactement, 3 ou 4 tout à l'heure dans ce second set. Alors vous voyez dans ce double de la Coupe Davis, donc, la Suède mène 6-3 et 6 partout au deuxième set, au service l'immense Bengtsson, qui est un garçon de 25 ans, 1m84, qui a un abattage assez étonnant à la volée, et qui a très très bien joué, mais l'équipe de France, Barthès Geoffrey, qui avait assez mal commencé ce match, s'est bien ressaisie. Elle était menée, je crois, 5-2 dans ce second set, et vous voyez, maintenant ils sont à 6 partout sur le service de Bengtsson. Voilà, je pense qu'on ne va pas trop s'attarder à Bastad, on aura le résultat, une double faute de Bengtsson. C'est assez rare, parce que c'est un garçon qui est très grand, qui est favorisé donc par sa taille pour le service. Il vient de faire une double faute et en ce moment, les Suédois accusent un léger passage à vide. Donc, vous voyez, 6-3 pour eux, 6 jeux partout. Nous allons parler d'autres sports parce qu'il y a d'autres sports aussi aujourd'hui. Le match vedette Liverpool. En football, oui. Arsenal, en football. En football, c'est ça. Il y a un match vedette qui ne se déroule pas en France et qui se déroule plutôt à Wembley, qui est le temple du football britannique. Il s'agit de Arsenal contre Liverpool et Arsenal va tenter cet après-midi de réaliser ce qu'on appelle le doublé. Arsenal, 18 ans après, a remporté le championnat d'Angleterre. Et mon Dieu, il va tenter de réussir le doublé coupe-championnat. Mais Liverpool, qui a terminé 4e dans le championnat d'Angleterre, est de taille à empêcher les fameux canonniers d'Arsenal de réaliser cet exploit. Le match, en tout cas, vous pourrez le suivre à partir de 14h55 sur les deux chaînes avec les commentaires avertis de Michel Drucker. Chez nous, une journée de championnat chez les professionnels avec principalement Saint-Étienne-Bordeaux et Marseille-Lyon. Et du rugby, une finale cet après-midi à 16h à Colombes, la finale du Challenge du Manoir entre Dax et le Stade Toulousain. Toulouse est peut-être supérieur à Dax, mais les Dacois ont pour eux l'expérience puisqu'ils ont déjà remporté 3 des 4 finales du Challenge du Manoir qu'ils ont jusqu'à maintenant disputées. De la boxe, ce soir à Monaco, un championnat du monde entre l'Italien Nino Benvenuti, que nous voyons ici à l'entraînement, qui a 33 ans, et l'Argentin Carlos Monzon, qui a 29 ans. Benvenuti va essayer de reprendre son titre. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés le 7 novembre dernier. Benvenuti, alors champion du monde des moyens, avait dû abandonner son titre face à Monzon. Et ce soir, ce sera le 90e combat de Benvenuti et son 12e championnat du monde. En 89 combats, Benvenuti compte 82 victoires, dont 40 avant la limite, 1 nul, 6 défaites. Monzon, lui, disputera son 86e combat. Il compte jusqu'à maintenant 85 combats, 72 victoires, dont 49 avant la limite, 9 nuls, 3 défaites et 1 combat sans décision. Ça arrive, cela, parfois en boxe. Voilà pour les sports. Le tiercé maintenant, Jean Berthaud, le tiercé demain, c'est à Longchamp, dans le Prix des Gravilliers, un handicap sur 1950 mètres. Il y aura celui qu'on n'oublie pas, Falleron. Falleron, voilà, l'inoubliable Falleron qui sera le grand favori de la course et qui devrait peut-être, s'il ne pleut pas, ouvrir son palmarès. Il le mérite bien, ce brave Falleron. Autre favori, Beaumérat, le numéro 3, qui, avec Freddy Head, devrait disputer l'arrivée, bien qu'il nous ait déçus en dernier lieu. Keba aussi nous a déçus, mais il ne faut pas tenir compte de sa course. Il va sûrement se racheter.
Également Smokeless, le numéro 14, un Cunnington. Ils sont tous en forme dans l'écurie, alors pourquoi pas Smokeless? Red devrait bien s'accommoder de la montre de Matteo Giovanelli. Et pour terminer, Kizas, un autre Cunnington, mais junior celui-là. J'ai oublié de dire qu'il y avait un forfait, c'est le Celtic. Voilà, 20 partants donc. Samedi, rendez-vous aide de loisirs, Jean Lanzy. Eh bien, nous vous proposerons 2 voyages pour cet hebdomadaire. L'un en Béarn, avec un reportage sur la pêche au saumon et une recette sur la façon d'accommoder le saumon en papillote. Et puis un autre voyage au pays du comique avec Raymond DeVos. D'abord, le saumon. Vous connaissez, je pense, le principe de la migration saisonnière de ce poisson qui remonte le courant des rivières, le saumon, qui remonte le courant des rivières alors qu'il reste en mer de longs mois, mais qui revient là où il est né pour pondre chaque année. C'est en avril qu'il descend vers la mer. Au passage, du côté de Navarinx, l'un des centres mondiaux de la pêche au saumon, au passage, le pêcheur, béarnais ou étranger au pays, qui est à l'affût de pièces qui peuvent atteindre jusqu'à 15 kilos. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le saumon. Combien prenez-vous de saumon en moyenne? De moins en moins. De moins en moins, mais enfin 5, 6, 7 saumons tous les ans. il y a combien de temps que vous pêchez? Depuis 1930. Mais nous n'avions pas non plus à cette époque-là le matériel que nous avons à présent, parce que nous aurions eu le matériel, c'est-à-dire les nylons et les moulinets que nous avons à présent, nous aurions pris certainement beaucoup plus de saumon. C'est la configuration de torrents très rapides descendus des montagnes qui font que le Gave d'Oleron est une rivière particulièrement intéressante à pêcher, une des plus belles d'Europe de ce point de vue. D'une façon générale, on peut dire que c'est une succession de poules, c'est-à-dire de trous un peu plus profonds entre les courants amont, tel que celui que nous avons ici au Poules Massé, un des plus célèbres du Gave, où je pêche. Je suis dans le profond, particulièrement agité aujourd'hui du fait du haut niveau des eaux consécutif à la fonte des neiges, et le pool se termine par un courant qui va donner accès à un autre pool immédiatement à l'aval. Le Poules Massé, qui se trouve au pied des remparts de Navarinx, première ville bastonnée de France, fournit abondamment en saumon frais Gilles Candeborde, qui le prépare à sa façon. On prépare le saumon grillé à la meunière et accompagné, c'était grillé meunière accompagné d'un beurre citron, mais ma façon préférée, c'est de le préparer en papillon. Je mets sur un papier huilé, une ou deux tranches de lard suivant la grandeur. Hein. Voilà, je sale ma tranche de saumon, poivré. Je mets une tranche de lard, un peu de citron, voilà, un peu de thym pour donner un peu de parfum, du laurier, un bon morceau de beurre, je mets sur le plat au four. La durée de cuisson est d'environ 1/2 demi-heure. Demi-heure pour la tranche de saumon en papillote. Nous retournerons dans la région une autre fois pour la pêche et pour la cuisine avec Jean Paillet, auteur de ce reportage, pêcheur, cela va sans dire, et gastronome aussi. Deuxième voyage, direction la vallée de Chevreuse. Là, loin du monde et du bruit, Raymond DeVos, qu'a rencontré Christophe Isard avant son nouveau one-man show. Dans la rue, je rencontre un monsieur que je connaissais. Je vais pour lui serrer la main. Le temps de faire le geste, il était passé. Alors, j'ai serré la main à un autre monsieur, qui lui tendait la sienne à un ami qui était déjà passé depuis 10 minutes. C'est vous dire comme hop, on n'a plus le temps de rien faire, quoi. Et le comique, je crois que ça y est, c'est là qu'il se passe. C'est dans les tourneries, la gesticulation. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir, n'ont pas le temps de se disposer à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous apparaît d'abord, des situations ou des mots?
Bien, vous savez, je crois que moi, souvent, c'est le mot qui amène la situation. Entre autres, par exemple, j'ai mon secrétaire. J'espère qu'il ne l'apprendra pas, parce que... Mais enfin, il est suffisamment intelligent pour ne pas se vexer de ça. Mais l'autre jour, il m'a dit, mais textuellement, c'est lui qui conduit ma voiture. Et il me dit, tout d'un coup, sur la route, et alors ça faisait ça tout le temps, et on était un peu pressé, il me sentait un peu nerveux. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? À chaque tournant, il y a un virage. C'est merveilleux. Alors évidemment, moi, après, j'ai un petit peu insisté, parce que de temps en temps, il roule à gauche aussi, quand il s'endort. Ah oui, il se roule à gauche. Alors évidemment, là, je l'ai inventé, parce que c'est pas lui qui m'a dit ça. Mais alors après, j'ai poursuivi, je dis, alors, pourquoi vous roulez toujours à gauche comme ça? Il me dit, j'ai observé que les voitures qui venaient en sens inverse roulaient de ce côté-là. Alors j'en déduis que la route est meilleure. Je suis allé partout, je suis allé en Afrique. J'avais passé 3 semaines en Afrique. En Afrique, entre autres, j'ai une anecdote, enfin, je la cite. Il y avait, le soir, je dis au portier de l'hôtel, un noir, et je lui dis, s'il vous plaît, voulez-vous me réveiller demain à 10h? Et il dit, oui, monsieur, demain à 10h, réveil. Très bien, monsieur, d'accord. Merci, et je vais me coucher. Et le lendemain, à 8h du matin, j'entends frapper à ma porte. Alors, dans une espèce de demi-sommeil, comme ça, je regarde mon réveil, je vois à 8h, je dis, tiens, j'avais demandé 10h, enfin, alors je crie à travers la porte, je dis, mais quelle heure il est? Et il me dit, il est 8h, monsieur. Je dis, tiens, écoutez, je croyais vous avoir dit de me réveiller à 10h. Ah oui? Et il dit, ça fait rien, je reviendrai. On a l'habitude de considérer que l'artiste a une angoisse spéciale. C'est beaucoup d'honneur, d'ailleurs, qu'on lui fait. C'est une angoisse métaphysique, une angoisse sur je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire ce que c'est que mon angoisse quand je vais pour passer dans un endroit que je suis pas sûr de moi. C'est la trouille, c'est la grosse peur. J'allais dire la peur du paysan. C'est la grosse peur d'active. C'est pourvu que ça marche. C'est pourvu qu'on ne m'éjecte pas. Je crois que c'est ça. Moi, mon angoisse à moi, c'est la peur. Au carrefour, juste en bas de chez moi, il y a un agent de police. Et il a un bâton qui est trop lourd pour lui. Ou alors il n'est pas assez fort pour son bâton. Je sais pas. En tout cas, quand il désigne une rue, le bâton, il dévie le mouvement. Alors l'autre jour, je disais par exemple, pour aller à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il me dit, prenez cette rue-là. Alors j'ai dit par là. Il me dit, je pas par là, je vous dis par ici. Je dis, pourquoi vous me montrez par là? Il dit, je vous montre pas par là, je vous montre par là. Si j'avais vous montré par là, j'aurais fait ça. Alors quand j'ai vu qu'il avait le dos tourné, moi, j'ai dit, je vais prendre par là, et hop, j'ai foutu le corps par ici, parce que j'ai le bras un peu lourd. Un avant-goût de la rentrée de Raymond DeVos la semaine prochaine à Paris. Télémidi est terminé. Bon week-end.